Bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre Primo Levi. Je suis Maxime Gamerto, responsable plaidoyer et communication de l'association, pour un nouvel épisode que nous consacrons à une question très peu évoquée, qui est celle de vieillir en exil, qui est aussi le titre du nouveau numéro de notre revue Mémoire. Depuis quelques années, notre centre accueille en effet de plus en plus de patientes et de patients âgés, ce qui nous a amené à nous placer du point de vue des enfants que nous recevons au centre, et notamment sur le lien qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas avec leurs grands-parents, et sur cette notion de grandir sans ascendance. Et pour en parler, nous accueillons Émilie Abed, qui est psychologue clinicienne au centre Primo Levi, donc, et qui est psychanalyste également. Bonjour Émilie. Bonjour Maxime. Voilà, on va commencer avec une première question qui est celle sur l'importance du discours des grands-parents dans la filiation. Comment est-ce que toi, tu vois cette question-là dans ta pratique ? Alors oui, c'est vrai, disons que c'est beaucoup plus présent comme question avec les enfants qu'on reçoit en cabinet de psychanalyste, par exemple, la présence des grands-parents, l'importance des coordonnées, de ces coordonnées-là dans l'identité de l'enfant, dans sa filiation. On récolte plus d'éléments là-dessus. Ce qui est caractéristique un peu de cette clinique à Primo Levi, c'est qu'il y a beaucoup de silence. Alors je dirais beaucoup de silence en général, dans ces familles exilées, entre les enfants et leurs parents. Et par extension, puisque ce silence porte sur beaucoup de choses, il porte sur les raisons de l'exil, il porte sur les violences que les familles ont subies, il porte sur les conditions de vie ici qui sont souvent indignes et dont les parents ne s'ouvrent pas à l'enfant. Et oui, par extension, il porte également sur certaines coordonnées de l'identité de l'enfant et notamment l'identité des membres de la famille élargie. Tu parles dans l'article, tu dis, tu prends l'exemple d'une maman que tu suis depuis longtemps et tu lui posais la question, est-ce que votre fils ou fille connaît ses grands-parents? Et elle te répond, oui, je lui en parle tout le temps. Alors que le patient, l'enfant, lui, disait ne pas connaître en fait ses grands-parents. Donc il y a l'illusion que la mère fait le travail de transmission, alors qu'en fait, il n'existe pas. Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Dans la petite vignette clinique que je rapportais, je questionnais l'enfant sur savoir si elle connaissait ses grands-parents. Et elle me disait non, je n'en sais rien. Et souvent les enfants disent ça, je sais pas, j'ai pas demandé. Hein. Et les parents peuvent avoir l'impression qu'ils ont transmis quelque chose. Ils peuvent avoir l'impression que les enfants sont au courant parce qu'ils parlent, ils ont des téléphones les parents et ils parlent avec leurs familles au pays. Sauf que ces paroles et ces discours se tiennent souvent un peu en périphérie de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant attrape comme ça certains mots, attrape certaines bribes de la conversation, mais les choses ne lui sont pas adressées directement. Et quand pour un enfant les choses ne sont pas adressées directement, c'est très dur de s'en faire le destinataire, de s'en faire le sujet et de l'inscrire comme ça. Puis autre chose aussi, c'est que même si les choses sont dites, elles peuvent être dites avec une telle distance émotionnelle que ça ne s'inscrit pas. C'est plus dur d'inscrire des éléments comme ça, très très bruts, sans qu'il y ait de charge affective accompagnée. Et souvent, il y a quand même un détachement, il y a quand même un éloignement affectif qui s'est instauré du fait de l'exil et des traumatismes entre les parents et la famille restée au pays. Tu veux dire qu'il n'y a pas forcément d'intention derrière de cacher, mais c'est pas un discours qui est véritablement incarné. C'est pas une transmission qui opère. C'est pas une transmission. Exactement, c'est très juste, c'est pas un discours qui opère. Et d'ailleurs, les cliniciens qui travaillent auprès de ces populations, puisque avant de travailler au centre Primo Levi, je travaillais dans un centre médico-psychologique à Corbeil-Essonnes, donc ils recevaient beaucoup de familles migrantes. Et avec les cliniciens, on partageait le constat que ça ne s'inscrivait pas, pour nous non plus d'ailleurs, en tant que professionnels. On a du mal à entériner la structure familiale dont est originaire, dans laquelle est inclus l'enfant. L'impression que ça ne se mémorise pas. Et on reste avec ces impressions d'enfants comme ça, un peu flottants, qui flottent un peu au-dessus de la vie, quoi, qui flottent un peu sans ancrage. Ouais, vous n'arrivez pas à l'inscrire dans quelque chose, en fait.
c'est ça. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu parlais justement de ton rôle en tant que psychologue, comment est-ce que tu travailles en fait cette absence de transmission? Alors déjà, il faut quand même essayer de la comprendre, cette rupture de transmission, et notamment avec la famille élargie, avant de voir comment on la travaille. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a, bon, et comme on le disait, il y a la distance géographique qui s'instaure entre les familles en exil et les familles restées au pays. Cette distance géographique se met souvent en place aussi après de longues périodes d'errance où les familles, quand la migration dure comme ça sur plusieurs années, traversent des zones en plus extrêmement difficiles à vivre, c'est souvent des situations extrêmement déshumanisantes où elles peuvent encore être victimes de violences. On ne parle pas de ces violences-là, enfin c'est difficile à communiquer, hein, c'est très dur de parler de ça à la famille, rester au pays, c'est très difficile de la nommer, hein, on parle souvent de ça, à Primo Levi, les violences extrêmes sont difficiles à nommer. Donc il y a aussi la volonté de protéger et de ne pas inquiéter outre mesure la famille, sachant que ce sont aussi, pour beaucoup, des familles qui ont été elles-mêmes au pays marquées par la violence, qui ont évolué dans des climats de méfiance, qui ont évolué dans dans des contextes où il fallait survivre aussi, donc avec ce que ça comporte aussi, du fait que ça abîme les liens, hein, de devoir survivre, ça abîme les liens, ça abîme la capacité à se laisser aller à l'affection, ça abîme la fonction parentale. Quand on vit dans des sociétés où c'est le règne du plus fort, tenir une position juste auprès de ses enfants, c'est pas simple, hein, Et puis, je crois qu'aussi ces défauts de transmission sont liés parce qu'il ne faut pas le prendre uniquement comme un défaut, c'est aussi une façon pour les familles en France de protéger l'enfant aussi. De protéger le quotidien de l'enfant, de pouvoir assurer une continuité dans la réalité de l'enfant. Donc ces grandes zones de silence comme ça, de ne pas parler, moi j'en parle pas, permettent aux mères ou aux pères de faire tenir quelque chose, d'incorporer parfois même en eux ce qui a été les violences passées pour ne pas que ça ressurgisse, ça déteigne, ça ruisselle sur l'enfant. Une volonté de le préserver en fait. Exactement, ce sont presque, comme on pourrait dire, des clivages un peu fonctionnels qui permettent de tenir dans la réalité présente. Et l'enfant souvent les respecte, c'est-à-dire il ne pose pas trop de questions aux parents. Tu parles dans ton article notamment de la spécificité de la violence qui a été vécue par ces familles, qui est une violence politique, qui a vraiment volonté de détruire la personne, de détruire l'identité d'une personne, l'identité d'une famille. Est-ce que justement l'absence de transmission vient pas de là, justement? Oui, comme je le disais, les violences politiques n'attaquent pas que les corps, hein. Les violences politiques attaquent les esprits, hein. On le voit quand on doit soigner des personnes atteintes de syndrome de stress post-traumatique, hein, les effets que ça a sur la structuration psychique, sur le lien de la personne à la réalité, etc. Et ça attaque évidemment les liens familiaux, hein. Les violences, on le voit dans les contextes de discrimination ethnique, toutes les violences qui visent, les violences sexuelles qui visent les mères en présence de leurs enfants. Effectivement, tout ça, ça instaure une distance, hein, ça instaure de la honte dans les liens et une volonté par ces silences parfois de restaurer un peu de distance, de pudeur pour remettre en place des tabous qui ont été enfreints, hein. Il y a évidemment des effets sur les liens. Et justement, ce travail du silence, toi, tu disais qu'il fallait pas forcément, voilà, il fallait pas forcer la chose, mais est-ce que le but, c'est pour vous de recréer un environnement familial? Alors, je pense qu'on a forcément des effets de ces carences-là dans le lien avec ces familles-là, ne serait-ce que quand elles nous disent vous êtes ma famille, hein. On a des effets de transfert comme ça très importants, des effets d'une demande de lien affectif très important.
Est-ce qu'il s'agit de répondre? Est-ce qu'il s'agit de pallier à ce qui a manqué? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut accompagner l'enfant dans sa préservation du silence parental. Enfin, en tout cas, dans les débuts de suivi, puisque dans les débuts de suivi, on est très attentif à ce que quand même ça tienne pour l'enfant, à ce qu'il tienne, que quelque chose de la structure familiale tienne, dans un certain rapport à la réalité de l'enfant, à ses rythmes, à son alimentation, à la scolarité, etc. Donc ça peut passer par le fait de préserver un peu le donné, disons, et ensuite on va accompagner l'enfant dans ce qu'il essaye de construire à la place de ce qui manque. Hein. Comme dit Lacan, quand il y a un trou, on essaie de construire. Qu'est-ce qu'on construit? On construit ce qu'on peut. Est-ce que tu associes les parents et les enfants ensemble? Pas forcément dans la même pièce, dans la même consultation, mais est-ce que tu travailles avec l'enfant et avec la mère également sur cette reconstruction du lien ou pas du tout? Alors oui, ça peut arriver. Je crois qu'il faut être très attentif. Et ça, il n'y a pas de règle là-dessus, parce que chaque clinicien sent quand il peut être pertinent de recevoir les parents et les enfants ensemble, et quand il est important de les recevoir dans des espaces et des temps séparés. Tout ça va dépendre de la façon dont la parole du parent respecte l'âge de l'enfant, enfin prend en compte l'âge de l'enfant et la différence des générations, et c'est-à-dire ne va pas dire devant lui, sans s'adresser à lui, des choses qui relèveraient de l'obscène ou des choses qu'il n'est pas en mesure d'entendre. Ensuite, du coup, bon, il peut être intéressant, soit de les recevoir ensemble, soit de les recevoir séparément, de transformer parfois la parole du parent qui ne peut pas être dite telle quelle à l'enfant, de la reformuler auprès de l'enfant, oui, d'aider le parent à pouvoir nommer quelque chose à l'enfant qu'il ne saurait pas nommer, qu'il a honte de dire, trouver des mots qui s'en approchent sans dire la chose en tant que telle. Hein. Ouais, de l'accompagner quand même. Ouais. L'enfant va aussi construire son récit d'ascendance par rapport à ce qu'il entend. Alors je dirais que l'enfant, souvent ce à quoi on a affaire, c'est des familles dans lesquelles les enfants sont intégrés plus vite, dont les enfants vont à l'école rapidement à leur arrivée en France. Ils s'intègrent plus vite que les parents, ils sont très, très en proximité avec des nouveaux discours, avec des nouvelles coordonnées, des nouveaux repères, des nouvelles façons de voir les choses. Et l'enfant peut avoir extrêmement envie d'adopter les codes, les coordonnées de sa société d'accueil. D'autant que la société d'origine, en tout cas ce qui vient de l'origine, peut être comme ça un peu terni et passé et recouvert sous des zones de silence comme ça, un peu pesant. Et oui, l'enfant fait avec ce qui vient piocher. Moi j'avais un enfant comme ça, dont je parle dans la revue Mémoire, qui disait, à qui je demandais: est-ce que tu connais tes grands-parents? Il me disait: non, je les ai jamais vus. Je lui demande: est-ce qu'on t'en a parlé? Il me dit: non, j'ai jamais demandé. C'est ma grande sœur qui sait. Donc on entendait très bien que dans cet évitement un peu gêné, il y avait cette envie de préserver comme ça le silence maternel. Et je lui demande dans cette séance ensuite: est-ce que tu sais à quoi ça sert les grands-parents? Et il me dit: oui, c'est une grand-mère, c'est par exemple celle qui est là quand la mère travaille, qui va chercher les enfants à l'école. Puis il me dit: et puis c'est aussi ceux qui racontent, ils peuvent dire ce qu'il y avait avant, ils peuvent raconter comme ça de génération en génération. Il me dit par exemple: moi, mon grand-père pourrait me dire, avant la famille, elle avait un château, etc. Bon, on voit que l'enfant construit à la place de ce qui n'arrive pas, de ce qui n'est pas transmis au niveau de la parole de la mère. Il construit quelque chose avec les coordonnées qu'il a à sa disposition, qu'il vient récolter aussi. Et la rupture de transmission ne fait pas un blanc psychique, pas forcément, ne fait pas, comment dire, un impossible à penser. Il le fait pour certains enfants.
Il y a quand même certains enfants qui ne peuvent pas exister en dehors de ce qu'ils perçoivent du très négatif, un On peu. peut pas aller au-delà de ça, en fait, alors que d'autres enfants le font. Et- Ils arrivent à construire. Ouais. Exactement, il y a des enfants pour lesquels ça peut créer des déflations narcissiques, de n'être rien ou de n'être que le produit ou que l'enfant de la mère, de ne pouvoir se rattacher à aucune autre référence, aucune autre identification. C'est dur d'être que l'enfant de sa mère. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert aussi les grands-parents. C'est dur d'être l'enfant de sa mère parce que c'est à la fois un amour extrêmement puissant et en même temps c'est un amour qui se perd constamment. C'est-à-dire c'est l'objet dont on doit se séparer tout le temps, la mère. Les grands-parents, c'est aussi ceux qui font valoir quelque chose d'assez tendre, d'assez permanent, qui n'est pas pris dans le risque de la brisure. Quelqu'un qui redouble, comme le dit cet enfant, la mère qui vient chercher l'enfant à l'école, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'une tranquillité que ça vient assurer, cette figure-là. Et puis c'est aussi pour l'enfant un accès à une figure qui est mortelle, mais dont la mort va permettre la succession des générations. Et donc on voit bien que l'enfant, effectivement, vient piocher dans la culture d'accueil. En l'occurrence, ce petit garçon vient du Congo, et donc il se figure des grands-parents avec un château et un trésor caché certainement dans ce château. Et c'est certainement des emprunts à sa culture d'accueil. Pour autant, l'imaginaire ne vient pas toujours entrer en concurrence avec l'origine. Enfin, il y a quand même des recompositions comme ça qui se font. Et tu parles dans l'article de deux notions que je trouve très intéressantes, c'est celle du réel familial et du roman familial. Alors ça rejoint ce que tu viens un peu de dire là à l'instant. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Oui, c'est ça, c'est le réel en psychanalyse lacanienne. Le réel chez Lacan, c'est ce qui ne peut pas s'inscrire, c'est ce qu'on se disait. Il y a quand même des effets de défaut de transmission en lien avec ces ruptures traumatiques et l'exil. Il y a des choses qui ne s'inscrivent pas. Et à la place de ça, le roman familial, c'est un concept freudien qui dit que tout enfant s'imagine dans l'enfance des parents plus illustres que les parents qu'il a dans la réalité. Il va imaginer que son père est un aventurier et c'est une façon à la fois, comme on le disait, de respecter la figure parentale tout en l'attaquant de façon très indirecte, de biais, en la destituant, mais il y a des effets comme ça à la fois de respect et de destitution nécessaire. Et oui, c'est effectivement un des enjeux, comment les enfants ici vont pouvoir être dans cette ambivalence à l'égard des figures parentales, sous des parents qui vont pas toujours très bien, des parents qui les ont sauvés souvent, qui sont difficilement attaquables. Donc comment faire aussi marcher un peu l'imaginaire de ces enfants, les aider à pouvoir construire, au moins sur le plan imaginaire, quelque chose qui vient... Le roman familial chez les enfants exilés, il est plus fort. En quoi il est différent en fait d'autres enfants en France? Oh, je ne sais pas si on pourrait dire ça. C'est très singulier, après c'est très différent. En tout cas, je pense qu'on peut se fier aux capacités imaginaires de l'enfant pour pallier à ses défauts d'inscription. Ouais, merci Émilie pour toute cette discussion voilà, autour de la transmission, autour de grandir avec ou sans ascendance. Et peut-être un petit mot ou du coup une citation voilà, que tu voudrais nous partager. Oui, alors effectivement, tu me demandais un peu si on pouvait savoir, hein, c'est toujours la question, comment on peut prédire ce que vont devenir des enfants qui naissent avec aussi peu de racines. Et j'avais été touchée par une citation qui apparaît dans le livre d'Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, qui est paru récemment, et qui dit quelque chose comme je ne saurai jamais ce qu'est une maison natale et je vais m'accommoder de cette ignorance qui, je le sens bien, est le deuil d'un désir impossible de filiation. Et donc il parle de ça, il dit j'aurais traversé la vie sans ascendance et sans racines. Et peut-être que cette absence d'évidence qui est accordée parfois, et pour certains, dans certaines familles, cette évidence de la filiation est aussi quelque chose qui permet une certaine liberté, enfin, qui permet de se dégager d'une certaine vanité des choses. Voilà. Ok, merci à toi.
Le Centre Primo Levi est une association dédiée aux soins et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence politique. Créé en 1995, le Centre Primo Levi donne à ces personnes un accès à des soins adaptés et un accompagnement tourné vers une prise en charge en santé mentale, afin de réduire l'impact des traumatismes sur leur vie et leur permettre de s'insérer dans la société française. Le Centre Primo Levi s'efforce aussi de transmettre son savoir-faire à travers un centre de formation